le podcast de celles et ceux qui ont une histoire de vie à raconter, qu'ils l'aient déjà écrite, qu'ils aient envie de l'écrire ou qu'ils en rêvent secrètement. Trait d'Union fait le lien entre les histoires de vie parfois difficiles, le passé, et un futur où ces histoires changent notre vie et celle des autres. Trait d'Union est fait pour partager, inspirer, transmettre et enseigner, car je crois que nos histoires de vie sont toutes sacrées et que nous avons tous à apprendre les uns des autres. Dans cet épisode 13, j'ai la joie d'accueillir Audrey Manceau-Labroche, qui est hypno et sexothérapeute. Audrey est ce qu'on appelle une résiliente. Elle a été bercée, comme elle le dit très tôt, dans des deuils, puisqu'elle a perdu 5 oncles de ses 4 à 11 ans. Mais a eu la chance d'avoir une maman qui ne voyait pas la mort comme un drame. La mort fait partie de la vie, on a le droit d'être triste. La mort continue à frapper à sa porte, alors qu'elle est enceinte de 7 mois et demi de son premier enfant, lorsque son mari décède dans un accident de moto. Aujourd'hui, elle est maman de 6 enfants, 3 bébés voulus et 3 surprises, comme elle aime le dire. Son message parmi d'autres que vous découvrirez dans ce podcast, on peut se relever de tout. Je vous souhaite une belle, résiliente et profonde écoute de ce podcast lumineux. On avance ensemble. Bonjour Audrey. Bonjour Sylvie. Écoute, je suis très très heureuse de te recevoir sur ce nouveau podcast Trait d'Union. Alors, on a échangé un petit peu à ce sujet il y a quelques semaines. Et puis, je crois que tu connais un peu le principe. L'idée de Trait d'Union, c'est de parler de nos chemins de vie, de nos chemins de résilience. Et puis, donc de partager, d'échanger, parce que j'ai cette croyance forte, en tout cas, que on est tous à quelque part amenés à apprendre les uns des autres et il y a un petit truc comme ça souvent dans un chemin de vie de quelqu'un qui va permettre à une personne, à une autre personne de faire de faire du lien et puis de continuer à avancer. Donc l'idée, c'est tout simplement voilà, de se laisser guider par ce qui va arriver là aujourd'hui au cours de l'échange. Et donc, écoute, si tu veux bien, pour démarrer, moi, je te demanderais tout simplement de te présenter en quelques mots, voilà, de nous dire qui t'es, où t'habites et puis ce que tu fais aujourd'hui. D'accord. Donc, je m'appelle Audrey Manceau-Labroche. J'habite dans l'Eure-et-Loire. J'exerce dans un petit cabinet, un tout petit village dans l'Eure, parce que j'ai juste à traverser la rivière pour être de l'autre côté. J'exerce en tant qu'hypnothérapeute et sexothérapeute. J'ai à peu près autant de demandes pour l'hypnose que pour la sexo, à peu près. Je suis l'une des rares sexologues de la région Normandie quand même. Donc ça va, j'ai quand même de la demande à ce niveau-là. Et, euh, et puis voilà, j'ai une histoire de vie un peu particulière, sinon tu m'aurais pas demandé de venir. Exactement. Depuis quand, juste avant de démarrer sur l'hypnose, tu exerces depuis quand? Ça fait à quel moment tu as ouvert ton cabinet? Ça fait 10 ans en octobre, là, ouais. 10 ans en octobre. Ok. 10 ans de cabinet, ouais. On s'est rencontrés, la première fois, c'était à l'Arche. C'est ça. Hein, effectivement, ça doit dater de 2013. Donc, voilà, à peu près, on a fait le shift et puis le virage à peu près au même moment, a priori. Voilà, puis ensuite, on s'est perdu de vue, puis on se retrouve aujourd'hui. Ok, donc effectivement, si je t'ai demandé de venir, c'est parce que tu as une histoire de vie un peu particulière également. Est-ce que tu veux bien un petit peu voilà, nous partager cette histoire-là et puis on va continuer à rebondir comme ça sur ce qui se passe. Alors, en fait, j'étais pas prédestinée, je pense, à devenir thérapeute. En tout cas, c'était pas mon idée première, pas du tout. Mon idée première, c'était d'être archéologue. Ok. C'est un rêve qui m'a quittée à 20 ans, pas avant, quand j'ai vu les réalités de ce que c'était que l'enseignement d'archéologie, hein. Donc, j'ai quand même passé mon DUG. C'était un DUG à l'époque, c'était pas encore la licence. Donc, j'ai mes 2 années de DUG, Mhm. d'histoire de l'art et d'archéologie. Je voulais être égyptologue, je voulais être à la découverte du nouveau Toutankhamon. Enfin bon, voilà comment je me réveille, Indiana Jones, etc.
Et puis j'ai déchanté quand j'ai compris que l'archéologie était beaucoup de l'archéologie de sauvetage, Qu'est-ce en qui, gros, qu'est-ce qui te plaisait du coup effectivement dans le fait de dire bah, j'ai l'élan de faire des études d'archéologie et qui, bon ensuite effectivement, même si t'as abandonné l'idée, mais quel était le désir premier? Est-ce que tu... alors j'aime l'histoire au-delà des trésors, parce que bon, les Mhm. trésors ça fait rêver tout le monde, mais non, j'aime l'histoire de vie des gens. J'aime Ouais, comprendre comment les gens vivent. d'accord. Dans leur quotidien. Comment ils en sont arrivés là, qu'est-ce qu'ils font, comment ils s'en sortent avec les données de leur époque aussi. Ça, j'aime beaucoup. Et puis, je suis très inspirée mythes et légendes. Alors ça, c'était ce que j'adorais. Pendant longtemps, ça a été mes livres de chevet, les mythes et légendes du monde entier. Ça a toujours été ce qui m'a passionnée. Ok, donc on peut faire un lien quand même assez rapide entre, bah, j'aime découvrir l'histoire des gens, entre ce que tu fais aujourd'hui, bien évidemment, et le fait de creuser aussi à quelque part, et puis Il y a bah, le côté découvrir, enquêteur, oui. Mais bien c'est sûr. vrai que j'ai fait le lien plus tard, bien plus tard. Je me suis dit, mais tiens, en fait, je suis pas si loin de l'archéologie. C'est juste que je remonte pas dans des siècles et des siècles, mais Excellent. effectivement, je remonte dans la vie des gens. Ok. Et ensuite, donc, je tombe amoureuse, bah, comme beaucoup, comme souvent. Et je décide de partir avec mon compagnon qui était militaire. Et je m'installe vivre avec lui. Donc, changement de vie, changement de cap. Pour mes études, je pouvais pas poursuivre l'archéologie si je voulais le suivre. D'accord. Et de toute façon, comme je te l'ai dit, j'ai déchanté. C'était plus le rêve de petite fille. Mm. Donc, je décide de m'installer en tant que professeur de lettres classiques, donc français, latin, grec. Mais avant de m'installer, il faut faire les études et valider la licence. Donc, je me lance dans un projet de licence. Pendant cette licence, on se marie. Donc, on vit ensemble, on se marie. Et je tombe enceinte. Et juste après ma licence, donc en juin 2005, je suis enceinte et je commence à préparer mon concours de CAPES pour l'année suivante, pour pouvoir enseigner aussi vite que possible. Et en même temps me consacrer sur l'année de préparation au CAPES à mon bébé. Et au mois d'août, je suis enceinte de 7 mois et demi de grossesse. Mon conjoint décède dans un accident de moto. Qu'est-ce qui se Il passe est pour de toi? retour du travail et en fait, il est mort sur le coup. Il s'est fait happer par une voiture. Et Ça fait voilà. happer. Qu'est-ce qui se passe pour toi à ce moment-là? Euh, Déjà, une sensation étrange de flottement toute la journée. La journée du décès déjà était étrange. Je garde en mémoire le dernier baiser qu'on a échangé, donc celui du matin avant d'aller au travail. Et je garde la fraîcheur de ses lèvres sur ma bouche, comme si il était déjà... Enfin, c'est dur à dire, mais il était déjà froid. Enfin, il y avait quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, c'est ce qui est resté en mémoire. Et, euh, et du coup, la journée s'écoule plutôt naturellement. Il faut que je me ménage parce que j'ai tendance à déplacer les meubles. On vient d'emménager dans un appartement plus grand pour accueillir notre bébé. Donc, la sage-femme m'a un peu disputé la semaine d'avant. Donc, je sais qu'il faut que je me pose. Et peut-être une heure avant qu'il rentre, je me pose sur le canapé pour être un peu tranquille. Mais je suis prise d'une émotion très, très forte. En chantant des chansons, j'avais tendance à fredonner pour le bébé. Hmm. Et, euh, et puis, en fait, il n'arrive pas. À l'heure où normalement il est attendu, il n'arrive pas. Donc, je me précipite sur mon téléphone, je le harcèle de messages, je crois. Et puis, je commence à guetter par la fenêtre. Et en fait, l'angoisse ne me quitte pas jusqu'au moment où je vois effectivement ses collègues militaires qui arrivent et qui traversent la rue. Et je crois que je le comprends instantanément, qu'il s'est passé quelque chose. Alors après, je me dis pas il est mort. Je pense pas, tout de suite en tout cas. Euh, dans un premier temps, j'ai presque l'espoir qu'on me dise qu'il a juste eu un accident et qu'il est à l'hôpital et qu'il faut m'emmener en fait. Et comme je suis enceinte, ils prennent des précautions. Enfin, c'est un peu Hmm. ça que je me dis. Hmm. Donc je leur ouvre et assez rapidement, donc on me dit qu'il est décédé dans l'accident, hein, qu'il est mort sur le coup. Euh, je sais que je m'effondre, je hurle,
Mhm. et je crois que je me tape la tête contre la table basse. Je crois que c'est vraiment la réaction instantanée à l'annonce de son décès. Du corps et puis de ce Et qui. en fait, on me dit très vite, pense au bébé. Mhm. J'ai une main sur mon épaule, je pense que c'est la conjointe du collègue de mon mari. Et on me dit pense au bébé. Et en fait, assez vite, effectivement, je me centre sur cette vie que je porte à l'intérieur de moi. Et je veux pas que mon fils ressente tout ça, je veux le mettre... Mhm. il est dans une bulle et je veux le protéger vraiment, je veux qu'il reste dans cette bulle. Mhm. Et donc, très vite, je coupe tout. Et je me coupe un peu de mes émotions. Mhm. Quel est le... Tu me dis, tu as une main sur l'épaule. Est-ce que tu te souviens encore de la sensation de cette main? Je te pose cette question parce que bon, moi, tu sais que j'ai beaucoup étudié le trauma et j'écoutais une vidéo de Peter Levine, qui est un des spécialistes du trauma américain, et donc il a écrit beaucoup de choses là-dessus. Et il a eu un accident il y a quelques années, donc déjà un certain âge, un accident de voiture il y a quelques années, et il expliquait que malgré toute la connaissance qu'il avait sur le trauma et sur les différentes étapes, ce qui se passe à un moment donné quand il a cet accident-là, le fait d'avoir, c'est une pédiatre apparemment qui était tout de suite sur le lieu de l'accident et qui est venue lui poser cette main et puis lui parler. Et puis à un moment donné, finalement le ramener ici et maintenant. Il expliquait que c'était vraiment quelque chose qui avait permis ensuite le processus de résilience à s'enclencher. Comment tu entends ça, toi? Hmm. Je sais pas, j'ai souvenir de cette main, mais pas tactile pour le Pas coup. tactile. Autant tu sais, le baiser Dans le froid, il mot. est resté Ouais, prégnant très longtemps. Euh, autant, non, la sensation de la main, pas pas la sensation spécialement, de la mais main. la sensation de me recentrer sur mon ventre. Ben, pour moi, le process, il est passé de mon fils, en fait. Ouais. Et donc quand la personne te dit pense à ton bébé. C'est ça, Ok, donc ça va être plus finalement la parole que quelqu'un a échangée avec toi qui t'a permis pour toi d'enclencher, de passer dans autre chose et puis de te recentrer sur le ventre. c'est ça. Ouais, ok, ok. Très bien. Donc, je te laisse Du diriger. coup, après, s'en Pardon. suivent plusieurs événements, hein. Tu te doutes bien, il y a un deuil, il y a les obsèques à préparer, il y a les funérailles, il y a tout. Et c'est affolant parce qu'il faut tout faire vite. Mais le temps est presque dissocié, suspendu, un peu comme moi d'ailleurs, je suis dissociée, suspendue aussi à ce Mm, moment-là, je crois. bien sûr. Mais il faut tout faire vite. Faut déclarer la mort, faut aller choisir un cercueil, il y a beaucoup d'étapes et je le fais un peu en mode zombie. C'est automatique, ça se fait tout seul un peu, malgré moi, et en même temps, j'ai pas de grands souvenirs de tout ça. Du coup, ça Mais reste. un- là et en même temps pas là. C'est bien C'est ça, c'est je la pense. sidération et la dissociation, hein. C'est le principe même de. Ouais, ok. T'es entouré à ce moment-là? Oui, 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 je suis très vite entourée de toute la famille et tous les militaires m'ont entourée comme une deuxième famille. Ils nous ont vraiment accueillis et oui, il a été un des premiers décès de ce régiment-là, donc c'est vrai qu'ils ont été beaucoup présents. Et ils nous invitaient aux messes pour tous les repas, donc on n'avait pas de gestion alimentaire, pas de gestion matérielle en fait. Donc, et ils nous ont prêté des chauffeurs aussi pour que les gens qui conduisent ne soient pas dans une douleur aussi intense que pouvait l'être la famille. Donc, on a eu un roulement de tous les collègues qui se sont portés volontaires pour nous conduire avec une location de bus. Enfin, on avait tout ce qu'il fallait pour être accompagnés. Ok, donc Et une ils ont pris logistique. en charge également mon déménagement, puisque du coup, j'étais à 300 kilomètres de tout le reste de ma famille, et de la famille de mon mari d'ailleurs aussi, puisque enfin, son régiment était éloigné. En gros, je vivais en région parisienne avec ma famille, et là, le régiment était à Nancy. Donc, effectivement, on a été déménagé par l'armée. Et bah, je suis allée m'installer d'abord chez ma mère, c'est pour faire la fin de la grossesse, ce qui n'est pas forcément évident quand on a goûté à la liberté de vivre chez soi, de revenir
dans sa chambre de jeune fille, dans son lit de jeune fille même en fait, Bien sûr. où rien n'a bougé, c'était pas simple. Oui, Donc on a aménagé pour accueillir le bébé et en même temps on a fait passer un dossier. C'est pareil, l'armée a appuyé ma demande pour que j'ai un logement social assez rapidement. Et du coup j'ai pu avoir un logement social. Mon fils avait... bon, j'ai dû emménager en novembre, il est né en septembre, donc voilà, d'accord. À presque peine 2 mois. 2 mois. OK. Pas tout à fait 2 mois. Donc là, il y a toutes les fondations, en fait, qui s'écroulent à quelque part. C'est ça, faut tout refaire. On repart de zéro en fait. C'est la sensation de repartir de zéro. Je dis souvent du coup que j'ai eu 2 naissances en fait, je pense. Il y a la Audrey d'avant, donc elle a vécu presque 23 ans. Et puis ensuite, il y a la Audrey d'après. Et la Audrey d'après, elle démarre en étant maman. Je ne sais pas si je démarre en étant veuve ou si je démarre en étant maman, tu vois. J'ai un doute sur ma naissance, ma seconde Sur naissance. la Renaissance, c'est super intéressant, hein, c'est souvent ce terme de renaissance et de quelque chose qui s'arrête au moment d'un trauma. Moi j'en parle aussi quand je parle dans mon livre des abus. Il y a un moment donné, il y a quelque chose qui s'arrête. Et il y a quelque chose une autre partie de nous qui prend le relais. Moi, c'est vraiment la sensation que j'ai eue également pendant du coup très longtemps. Qu'est-ce qui était différent dans l'Audrey, entre l'Audrey d'avant et l'Audrey d'après? Hmm, je crois que je me suis découverte. J'étais jeune, j'étais insouciante, j'étais innocente. J'avais, j'ai été élevée dans une bulle, hein. Moi, j'ai eu une enfance géniale, des parents adorables. J'ai été quand même bercée déjà dans la mort, mine de rien. C'était quand même déjà là, en filigrane, mais peut-être pas en atteinte profonde pour moi. Mm. Ma maman a perdu 5 de ses frères en quelques années. Mm. Et du coup, j'avais vécu les deuils à travers elle assez régulièrement. Donc, elle nous parlait de la mort de façon assez simple et fluide. Elle voulait faire en sorte que la mort fasse partie de la vie et soit pas traumatisante. Donc, je crois que j'ai grandi un peu avec cette idée-là, que la mort est douloureuse, mais pas traumatisante. Mais qu'elle fait partie de la vie, une belle transmission. Et je crois que tu m'avais dit que tu viens d'une famille nombreuse, c'est ça? Alors, on est 2 sœurs Oui. du premier mariage, et puis il y a 2 autres petites sœurs qui sont arrivées une Ah oui, quinzaine voilà. d'années après. Ouais, d'accord. Non, voilà. Je pense quand on avait évoqué, c'était plus, je pense, par rapport au décès de tes oncles que j'avais cette idée que vous C'est étiez. surtout moi qui ai une famille nombreuse, j'ai six Oui, enfants. c'est ça. Bah là, on va continuer à C'est dérouler, là que t'as absolument. entendu. On va continuer à dérouler. Donc là, effectivement, ton petit à 2 mois, tu changes de vie, enfin, tu renais. Je Qu'est-ce qui est... m'autorise enfin, en fait, à vivre mon deuil et ma douleur. Hmm. Tu vois, il est plus en moi, il est plus à l'intérieur. Et peut-être effectivement, ces 2 premiers mois de vie, ben, je suis dans mes hormones de maman qui vient Hmm. d'accoucher, et dans le bonheur et la joie Ouais. d'accueillir la vie, et tout est beau. Et je peux vivre des petits moments un peu où je descends, mais c'est Hmm. léger. Et puis en fait, effectivement, au moment où j'ai ce nouvel appartement, je crois que je me retrouve seule face à ma solitude quand mon bébé dort. Hmm. Donc on est toujours 2 finalement dans cette maison, mais c'est Hmm. plus le couple. Et ça devient le parent-enfant. Et je deviens maman solo. Et je pense qu'à ce moment-là, effectivement, je m'autorise à accepter l'absence, en fait. Donc ça passe par des phases où je suis bête, mais je mets encore le couvert pour lui. Voilà, le soir, quand je mets le couvert, eh ben, je sors 2 assiettes. Et après, je me mets une tape sur la tête toute seule, et puis je range ma deuxième assiette, mes deuxièmes couverts. Mais ça passe par ces étapes-là, et ça passe aussi par des étapes où parfois je vais confier le bébé à ma mère, qui habite du coup pas très loin. Et je pars pour hurler. Je pars à l'endroit où il repose. Et je crois que je crie. Je crie mes colères, mes douleurs, mes souffrances, son absence. Je crie, je pleure et je me l'autorise enfin. Tu te l'autorises. Ok. Voilà, on est sur effectivement ceux qui connaissent la courbe du deuil, hein, bien connue d'Elisabeth Kubler-Ross, c'est les premières phases avec toutes ces émotions. Après le choc, souvent, hein.
Premier, le choc, le déni, voilà, je peux pas y croire. Et ensuite, il y a effectivement toutes ces différentes phases qui sont liées à des émotions. Tu le dis très, très justement, ça peut être de la colère, ça peut être de la tristesse, un sentiment d'injustice. Et donc là, tu t'autorises à ce moment-là, quand tu dis, tu t'autorises à faire ça, tu es accompagné déjà ou c'est plus, c'est très instinctif? Non, c'est instinctif, c'est vraiment, Instinctif. ouais, je m'écoute, j'écoute ce que je ressens, et puis quand j'ai besoin d'évacuer, je mets mon bébé à l'abri. Toujours ce besoin de le mettre à l'abri. Déjà, quelque part, cette conscience de ce que tu es en train de faire et puis à quelque part du chemin qui se déroule. Mm, Hmm. ouais. Il doit grandir à l'abri de ça. C'était vraiment quelque chose que je m'étais donné comme mission. Tu voulais le protéger en fait. C'est ça. Ok. Qu'est-ce qui se passe après? Et ben petit à petit, mon deuil se fait et de façon assez fluide, je crois. Au final, les grosses douleurs arrivent avec forcément, il y a un procès, il y a des Mhm. moments un petit peu difficiles de justice. Là, c'est pas évident. C'est pas évident parce que de victime, on passe parfois pour coupable, on sait pas trop pourquoi. C'est juste le langage des avocats, mais c'est pas agréable. Donc, c'est vraiment des moments extrêmement difficile à passer. Et je me recentre toujours sur ma volonté de mon bébé et de le faire grandir loin et à l'abri de tout ça. Je me recentre plutôt sur la volonté de me reconstruire, de lui trouver un papa et de fonder une famille. J'ai toujours voulu avoir plus d'un enfant. Ok. Et donc, je ne comptais pas m'arrêter à lui, même si le destin m'avait frappé. Il était hors de question que ça m'arrête. Donc, je me relance dans une vie affective et amoureuse. Et je crois que c'est la première culpabilité, elle arrive là. La Je première crois culpabilité, que pardon, j'ai pas la compris. première culpabilité, c'est au moment où en fait, effectivement, je rencontre quelqu'un, je suis donc avec une autre personne, et puis je fais des rêves. Des rêves où bah, mon mari défunt revient d'entre les morts assez régulièrement. Et il faut qu'il retrouve sa place. Et comment je lui donne sa place dans ma nouvelle vie qui est en train de se fabriquer, en fait. Donc, plein de culpabilité qui ressort à ce moment-là. Et là, je ressens le besoin de me faire aider. Donc, je vais voir une psychologue. C'est la Combien de temps se psychologue que sont j'ai passés? rencontrée. Combien de temps se passe entre ce moment où tu ressens cette culpabilité qui ressort au moment où tu refais, Bah, tu peut-être continues? 4 à 5 mois après avoir rencontré quelqu'un, en Mhm. fait. 4-5 mois après, quand je vois que bah, la relation elle commence à durer un Mhm. petit peu, tout Ouais, simplement. ok. Mhm. Et donc je revois la psychologue de l'hôpital, elle était venue me faire un petit coucou parce qu'elle était au courant hein, de la naissance particulière de mon fils, donc elle voulait voir à ce moment-là si tout allait bien. Elle m'a laissé sa carte, j'avais eu un bon feeling, un bon contact, donc je vais la rencontrer et on travaille bah, durant 3 4 séances, je crois. Et je me rappelle très bien que elle me glisse des mots comme quoi je suis résiliente, comme quoi j'ai toute la boîte à outils à l'intérieur de moi pour me réparer toute seule et que j'ai pas besoin d'elle. Et qu'elle me verrait bien aussi dans la thérapie. Elle le glisse un peu, peut-être comme une graine qu'elle a semée, je sais pas, mais qu'elle me verrait bien se faire ce métier-là, qu'elle me verrait bien là-dedans. Moi, à ce moment-là, j'ai pas l'intention de travailler tout de suite, hein. Je me consacre à mon enfant. Il n'a pas de papa. J'ai envie qu'il ait sa maman à 100%. Avec l'absence de papa, je me suis dit, bah, t'auras maman à 100%. Donc j'ai abandonné mes études, j'ai tout mis en suspens pour lui. Qu'est-ce qui fait dire à cette psy, à ton avis, je vous verrai bien dans la thérapie et vous êtes une personne résiliente? Qu'est-ce qui... Alors, je ne sais pas ce qui lui a fait dire ça à cette époque-là. Je ne saurais pas te dire. Je crois que je trouverai pas ce qui lui fait lien. Est-ce qu'elle m'a dit les deux phrases sur la même séance? Sans doute pas. Je sais que par contre, elle estime que le travail est fini, c'est tout bête. C'est à la fin, je signe mon chèque et moi qui signais toujours de mon nom d'épouse, je le signe de mon nom de jeune fille. Intéressant.
Hmm. Et en fait, je m'arrête sur le stylo en l'air avec mon chèque et je me dis, mais il faut que je le déchire. Enfin, il est foutu. Enfin, c'est pas le Hmm. bon chèque. Hmm. La banque, elle le reconnaîtra Hmm. jamais. Enfin, il y a un petit moment de panique et du coup, elle voit ça. Donc, je lui explique ce qui vient de se Hmm. passer. Et elle me dit, je crois que ça y est, le travail est fini. Qu'on appelle Et un elle acte me dit, manqué. voilà, tout Hmm. à fait. Et Super. là, c'est vraiment le moment marquant et qui marque la fin de ma thérapie et de l'aide qu'elle a pu m'apporter. Très bien. Donc là, pareil, tu continues. C'est ça, bah, on continue, mon fils grandit, le compagnon, à ce moment-là, je ne reste pas avec lui. Et puis très rapidement, je rencontre celui qui est devenu mon second mari. Et également très rapidement, on met en route notre premier bébé ensemble. Donc, mon fils va pouvoir grandir avec des frères et sœurs comme j'avais prévu dans ma tête. Donc assez vite, la vie, elle reprend avec bah, les bébés, la vie de mère au foyer, dans laquelle je m'épanouis parce que je passe du temps avec eux, c'est des moments précieux et je suis dans la vie. Je Qu'est-ce suis que ça plus veut dans dire la pour mort. toi? Ouais, est-ce que tu peux développer? Je suis dans la vie, qu'est-ce que ça peut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Et l'émerveillement, la joie de vivre, Hmm. tout ce qui a trait à l'enfance et à la petite enfance, la découverte de chaque instant, l'exploration, la curiosité. Donc, c'est aussi bien les prendre dans mes bras, un câlin, un rire d'enfant. Enfin, chaque moment est précieux Mhm. et je les aime tous. Et donc là, c'est à ce moment-là que tu décides de commencer à te former à l'hypnose ou il se passera encore Il se passe quelques années. Alors, quelques donc, années? j'ai mes trois bébés. Voilà. Et où, en fait, après ma troisième, je me cherche. Vraiment, je ressens à l'intérieur de moi que je me cherche en tant que professionnelle. J'ai plus forcément envie de passer mon CAPES. Et puis, j'ai envie d'entamer des études de psychologie. Donc, T'as quel âge à ce moment-là? ma troisième, j'avais 27 ans. 27 ans. Ok. Et c'est l'année où ma mère déclare son cancer du sein. Et donc, moi, je me lance dans des études de psychologie. Et elle, c'est rigolo. Après ça, euh, donc, elle a eu une ablation et elle a eu un début de rémission. Donc, et après sa rémission, elle se lance dans des études de PNL. D'accord. Ok, donc C'est assez drôle. vous avancez un peu ensemble. C'est ça. C'est Ok. assez Sur drôle. Et ce puis, elle chemin finit de même par me découverte. dire, viens avec moi à mes stages. Et même, on se prévoit, je crois, le stage d'hypnose ensemble, en fait, Excellent. Ouais, à ce d'accord. moment-là. Sauf que bah, la maladie va la rattraper. Elle fait une rechute et la rechute sera fatale pour le coup. Elle va l'emporter assez rapidement. Et quand ma mère fait sa rechute, je tombe enceinte par accident. Et en fait, très rapidement, je comprends que mon inconscient a senti le décès de ma mère avant même moi. Un petit peu comme ton premier mari J'ai- quand C'est il... ça. J'étais enceinte lors de mon premier deuil et ça m'a beaucoup aidée puisque c'est sur ça que j'ai reporté toute ma résilience, je crois. Et donc, inconsciemment, bah, je pense que mon inconscient a fait en sorte que j'ovule allez, 15 jours plus tôt. Donc, vraiment le gros décalage pour Ouais. quelqu'un qui est rythmé comme du papier à musique. Voilà. Et en fait, là où c'est d'autant plus curieux, c'est que la date de naissance de mon bébé surprise, de ma fille, était présumée être la date de décès de mon premier mari. Donc en fait, on tombe Alors, quand même sur une ah oui, sacrée boucle. effectivement. Et donc là, c'est la révélation pour moi au moment où la dame à l'échographie me dit, bah, votre bébé est prévu pour telle Quelle date. date? J'ai fait ah. Et du coup, en fait, très nettement, je m'assois et annonce à mon mari, ma mère va mourir. Alors du coup, il comprend pas trop et je dis, bah si, je pense que j'ai dû sentir, j'ai dû apercevoir des indices.
qui explique qu'effectivement, elle risque de ne pas s'en sortir. Et donc, oui, son cancer l'emporte effectivement quelques jours plus tard. Ça, ça se passe très très vite. Quand tu dis ça à ton mari à l'époque, ma mère va mourir, je le sens. Quel retour t'as en face? Comment il... Il demande à comprendre et en fait assez vite je lui explique que bah, ce bébé mystère qu'on savait pas trop bien Mm, comment on avait pu le concevoir puisque en l'occurrence bon c'était pas prévu de tomber enceinte en ayant ses règles hein, en fait mm. donc dans un tout premier temps. Euh, donc, je lui explique la promiscuité de la date anniversaire du décès et le fait que bah, j'ai été enceinte la dernière fois qu'il y avait un gros coup dur et que ça m'avait aidé à me porter et que je pensais que mon inconscient m'offrait ce beau cadeau à nouveau pour me porter et pour être capable d'affronter et d'assumer le décès. La Et vie c'est à ce qui s'est nouveau passé. pour... La vie à nouveau qui, entre Qui contre guillemets, la mort. gagne, et en Ah, tout cas, c'est ça. qui passe au-dessus de la La mort. vie plus forte que la mort ou une vie qui s'éteint pour une vie qui renaît. Enfin, Mm. voilà, c'est un peu cette idée-là de se dire que la vie, elle est plus forte. Ouais. Et donc tu percutes tout de suite à ce moment-là aussi. C'est voilà, c'est instinctif. C'est instinctif, effectivement, ouais. Et puis, oui, je te dis, en plus, très vite, je demande à voir le médecin de ma maman, à le rencontrer pour savoir ce qu'il en est, parce que, il la balade de traitement en traitement, elle est de plus en plus mal, elle chute, elle sombre. On a envie qu'elle passe les meilleurs instants de sa fin de vie. Donc, on se demande si ça vaut le coup, en fait, d'avoir autant de traitements. Est-ce qu'il y a quelque chose à sauver? Donc, moi, je demande des réponses. Et la réponse est sans appel, en fait. En réalité, il n'y a pas grand espoir qu'il se passe quelque chose de mieux. Alors, je demande pourquoi ils l'abrutissent de médicaments et pourquoi ils ne la laissent pas juste avec euh, ce qu'il faut pour soulager les douleurs Mm, et arrêter de faire souffrir son corps le temps et qu'on en profite, nous, en fait, d'elle. mm. Donc, les médecins acceptent à ce moment-là, effectivement, parce que c'est une demande de ma mère d'arrêter les protocoles de chimio puisqu'ils ne servent à rien. Ils Ouais. lui sauveront pas la vie à ce stade. Et en fait, en réalité, elle est pas très bien à ce moment-là. Elle a déjà une pleurésie, elle a déjà quelque chose d'assez lourd et elle n'en reviendra pas. En fait, d'apprendre que les dés étaient pipés, elle est partie en 10 jours. Et toi, à ce moment-là, comment tu vis à nouveau Moi, cette nouvelle transition? je perds ma meilleure amie, ma confidente, un de mes grands amours à nouveau et un pilier pour moi. C'était un lien très fort, elle et moi. On s'appelait 2 fois par jour, tous les jours. Enfin, vraiment comme on peut avoir le lien des fois avec sa maman. Hein. Elle faisait partie de ma vie et moi de la sienne tout le temps. J'étais sa confidente autant qu'elle était la mienne et il y avait quelque chose de très fort entre nous. Donc là, je perds à nouveau mes repères, mais en même temps, je suis maman. J'ai déjà 3 petits bouts à la maison, plus la dernière qui est en mon ventre. Et donc, bah, on se raccroche à ça et on avance. Et on continue d'avancer. Pareil, tu te fais accompagner à ce moment-là ou Non, pas du tout. tu dis je perds quelque chose de très fort. Qu'est-ce que tu perds à ce moment-là? L'absence d'une maman, je sais pas comment dire. En plus, elle était une grand-mère formidable, mon fils aussi, donc qui avait pas eu de papa, il avait la chance d'avoir une super maman, une super grand-mère, et en fait, on comblait un peu tous ses manques. Je crois que mon fils s'est effondré à la suite du décès de maman. Ouais, sa grand-mère, la perte de sa grand-mère lui a fait très mal. Il avait quel âge Il a ton fils mis, à ce moment-là? il a 7 ans Il a 7 ans. Mm. et il a mis des années à s'en remettre. Quand elle est partie, il avait 7 ans, il était la joie de vivre incarnée et il s'est beaucoup assombri sur plusieurs années. On a mis quelques années
à pouvoir passer ce deuil aussi pour lui. Ça a été extrêmement difficile. Et puis moi, bah oui, je perds un soutien, un repère, un amour incroyable, je Un crois. mot incroyable. Ok. Hmm. Et donc après, comment ça continue? Et bien, ça continue quand même. Je mène à bien ma fin de grossesse tranquillement. Et puis, ça se dessine dans ma tête ce que je veux faire. Donc, j'ai lâché la psychologie pour moi temporairement à ce moment-là, en fait, Ok. avec juste l'impression de ne pas pouvoir tout mener de front. Les trois enfants, plus le bébé à venir, plus les études, plus le deuil, plus encore une fois les obsèques à gérer. Plus des petits ennuis annexes, hein. Là aussi, il y a eu une procédure un peu délicate parce que ma maman était en cours de divorce quand elle est décédée. Et du coup, n'étant pas divorcée au moment du décès, on a eu des petits soucis avec l'ex-mari. Voilà. D'accord. C'est un petit peu Ok. compliqué. Difficulté complémentaire. Hmm. Voilà, c'est ça. Il y a eu une prise d'otage des cendres. Enfin, ça a été assez D'accord. folklore. Ok, d'accord. Donc, bref, tout ça a mené de front. On s'est dit que les études pouvaient attendre. Et donc, à la fin de mon allaitement, donc mon bébé venait d'avoir presque 1 an, je me lance à l'arche et c'est là qu'on se rencontre. Pendant toute cette période-là, Audrey, parce que moi, ça m'intéresse aussi, parce que je prends conscience que souvent, quand il y a des traumas, euh, ben, la relation peut être, la relation donc affective, hein, ou peut être parfois chamboulée. Comment ça s'est passé pour toi, ces périodes-là où t'encaisses ou à quelque part tu voilà, prends conscience des choses et puis bon bah je vois bien hein, derrière effectivement le processus se déroule mais pendant ces périodes où tu prends conscience aussi qu'il faut que tu prennes soin de toi que voilà tu te mets en retrait puis tu fais des choix de te consacrer à ta famille que tu peux pas tout mener de front comment ça se passe dans la relation à ce moment-là avec ton mari? Pour moi, tout va bien. Je te dirais qu'il y a un truc qui me revient, c'est quand mon mari est décédé. Mm. Donc, ma mère a beaucoup été un soutien, un pilier pour moi. Elle faisait partie de ma force en tout cas. Mm. Mais j'avais à cœur de me débrouiller toute seule, beaucoup. C'était hyper important pour moi. Mhm. Et elle se moquait beaucoup de moi parce que je lui disais tout le temps, je gère. C'était ma phrase, je gère. Je disais tout le temps, je gère, je gère, je gère. Je crois que quand maman est partie, c'est la même chose. D'un seul coup, je reviens dans le je gère et il faut que je gère tout. Et maman qui est partie, j'ai une jeune sœur. Donc, moi, j'ai 30 ans, elle en a 26. Mhm. Donc, elle n'est pas si jeune que ça. Mais elle perd, elle aussi, son repère principal avec l'absence de notre mère. Et je la prends en charge, D'accord. au même titre que mes enfants, dans ma tête en tout cas. Ok. Dans ma tête, en tout cas, je me Partie du charge cercle. aussi de devenir ce pilier, ouais, ce pilier qui est absent pour elle dans sa vie. Donc, je vais devoir assurer à la place de ma mère à tous les niveaux. Ma mère n'étant plus là, c'est à moi d'être bah, la super tata de ses futurs enfants et d'être en sorte de combler l'absence, en fait, de faire en sorte que pour ma sœur, cette absence n'existe pas. Donc, je prends un peu ça en charge et je me retrouve, ben, comme je te dis, à gérer, quoi. La tête dans le guidon, on avance et puis et je gère. Donc, je prends un peu tout en place, je deviens un pilier, je me sens forte. Je me suis toujours sentie forte enceinte. Je sais pas si ça vient de là d'ailleurs, mais je me suis toujours sentie pouvoir déplacer les montagnes. Peut-être de porter la vie Pourtant, en j'étais malade à crever chaque fait. grossesse, mais le fait de porter la vie, effectivement, ça me donnait une force incroyable. Et donc, à nouveau, j'ai la tête dans le guidon, il faut avancer, on fait ce qu'il faut, et puis on avance, quoi. La vie, elle a repris le dessus, et on se fait emporter par le tourbillon de la vie. Et donc à ce moment-là, c'est à quel moment du coup que tu démarres l'hypnose et ensuite que tu rajoutes la sexo et comment elle vient s'intégrer dans ce paysage ensuite
d'outils thérapeutiques et quelque part de renaissance aussi à quelque part professionnelle, puisque même si tout au début tu voulais faire de l'archéologie, bon, on peut aisément faire le lien, mais à quelque part il y a eu voilà, quelques années qui se sont passées et puis effectivement tous ces événements, toutes ces épreuves, qu'est-ce qui fait ensuite la bascule? Donc, bah, je viens à l'hypnose parce que je me vois pas, je te dis, faire les 4 5 années psycho à ce moment-là, et que c'est Mm. compliqué. Donc, je me dis, je vais acquérir les outils d'abord dont j'ai besoin et puis on verra ensuite. Donc, l'hypnose était un de mes outils liés au fait qu'on voulait le faire ensemble avec ma mère, hein. Donc, je pars aussi là-dedans un petit peu comme un pèlerinage avec elle. Je l'emmène avec moi finalement. Euh, Là encore, bah, le destin nous frappe. En allant à l'Arche, à Avignon, pour me former, un jeune homme se jette en moto sur notre voiture. Il nous a pas vus. Il était un peu alcoolisé. Et en fait, il décède lui sur le coup. Donc en fait, ça me rappelle en filigrane ce qu'a vécu mon premier mari. Euh, du coup, et derrière, je me dis, ça m'arrêtera pas. Donc, je vais quand même à l'Arche, je vais faire quand même le stage, mais je suis traversée par beaucoup de sentiments. Et donc là, tu vois, je les sens bouger en moi et ben ça sort sur les séances qu'on fait entre élèves, hein. Donc voilà, mais j'ai toute cette j'ai parfois le besoin de m'isoler à la pause déjeuner, à chaque pause où on peut faire pour gérer tout ce que ça a remonté comme douleur et comme mémoire. Donc lié vraiment au fait que les circonstances de l'accident sont assez identiques. Mm. D'accord. Et puis, ensuite, bah, je finis la formation, je m'installe dans un cabinet à domicile dans un premier temps. Je m'installe chez moi. Et puis, je commence quelques séances, mais je suis pas toujours à l'aise à recevoir chez moi. Même si j'ai isolé l'espace, même si il n'y a pas les jouets d'enfants, etc., j'ai quand même l'impression de faire rentrer les gens dans l'intimité de ma famille, de mes enfants. Il y a le parc dehors, il y a le trampoline. Enfin, voilà, Mm. c'est une maison, une vie familiale. Mm. Et, je sais pas trop. Je crois que je tombe assez rapidement sur un premier traumatisme d'inceste parmi mes tout premiers clients. Ouais. Et en fait, je me retrouve spontanément appelée vers la sexo en me disant que j'ai à cœur l'enfance, j'ai à cœur l'émerveillement de ces enfants, les faire grandir dans quelque chose de beau, de préservé. Et je me dis que parfois, il faut aider les parents à aller bien pour que les enfants aillent bien, en fait. Et je pars de ce principe-là. Et donc, la sexologie, elle s'impose comme ça, en disant, bon, quel outil pour aider les parents? Oh, bah, peut-être que si, bah, s'ils baisaient plus, ils seraient plus cool, quoi. Un peu cette notion-là dans la tête à un moment donné. Et c'est marrant, j'ai fait le lien bien plus tard, mais tu sais que la jouissance, on l'appelle la petite mort aussi. Donc, Tout à fait. Qu'est-ce qui fait en ce moment, au moment où tu reçois tes premiers ou ta première cliente, où il y a cet inceste qui apparaît dans l'accompagnement, qu'est-ce qui fait tilt en toi? alors, c'est un homme C'est que un je homme? rejoins qui a Ouais. vécu l'inceste. Qu'est-ce qui fait tilt? Euh, le besoin de réparation, en fait, que je sens, les blessures de ce passé qui sont pas encore, Qui n'est pas passé, ouais, sont qui pas passe. encore réparées. Et du coup, c'est là que j'ai envie de sortir ma caisse à outils à moi, en fait, je crois. Tu sais, Et moi, tu, on m'a dit que j'avais une caisse à outils. Est-ce que je peux m'en servir pour les autres, au-delà de moi-même? Et c'est là que ça vient. Et donc après, je fais une formation en sexologie dans laquelle je m'épanouis et j'ai l'impression d'être à ma place. Mais vraiment une sensation d'être pleinement et entièrement à ma place, que c'était l'endroit où il fallait être. qu'est-ce qui te donne cette sensation avec la sexo de te dire je suis à ma place?
C'est ce qui vibre, même au-delà de l'hypnose, du coup. Il y a un deuxième outil, bien sûr, mais Bah alors l'hypnose, je sais pas, j'avais ce souci de légitimité, je me sentais pas toujours à ma place. Ça vient aussi un peu du fait que j'ai cette résistance. Tu sais, je fais partie des gens un peu résistants à l'hypnose, qui ont un peu du mal à partir. Donc oui, même moi, pour faire de l'auto-hypnose, c'est hyper complexe. Et puis même si je me fais hypnotiser, finalement, c'est toujours de l'auto-hypnose parce que si je viens pas valider derrière ce qui est fait, on d'accord. m'emmène nulle part. Donc, je me sentais pas légitime parce que moi-même, j'arrivais pas à vivre le truc, peut-être, ou quelque chose comme ça, je sais Mhm. pas trop. Donc, je me sentais un peu incompétente dans un premier temps. Et puis, j'arrive en sexologie, il y a le travail d'enquête, beaucoup. Mhm. Donc là, je m'y retrouve. Un peu le côté, je farfouille, et puis je farfouille dans des coins sombres, tu sais, les trucs qu'on veut pas forcément dire, donc les tabous, tout ça. Bien Et sûr. ouais, Mhm. là, j'ai l'impression d'être en archéologie pour le coup. Ouais, c'est C'est ça. Ouais, vraiment le d'accord. côté secret, le D'accord. côté mystérieux. Donc là, on peut farfouiller. Et puis, j'ai mes profs aussi qui m'ont fait un bel accueil. Je dois dire ils m'ont installé en tant que thérapeute immédiatement. Ils ont senti, alors j'avais acquis, je pense, pas mal d'outils au niveau de l'arche hein, quand même. Je leur dois bien ça, mais il y avait beaucoup d'outils que j'avais acquis chez eux, notamment cette capacité d'adaptation. Hein. À l'Arche, il n'y a pas de protocole tout fait. Hein. On est toujours à se réinventer, improviser, se réadapter. Et donc, en fait, mes profs ont été assez impressionnés de des diagnostics que j'étais capable de faire Mhm. assez rapidement et de ma manière de mener L'enquête, ouais, et puis la thérapie derrière. la Donc, thérapie. assez Mhm. vite, ils m'ont assise en tant que spécialiste. Et puis, je me suis trouvée très fluide aussi dans le fait de parler de sexe. En fait, il n'y a pas de tabou avec moi, beaucoup de tolérance. Enfin, voilà, tout est accepté du moment que c'est légal. On va préciser. Mais voilà, après, je suis très ouverte et toujours à l'écoute de ce qui peut. Donc, en fait, voilà, c'était fluide et c'était naturel. Et donc, assez vite, effectivement, je me sens bien. Et quand mon prof m'interroge sur bah, les premiers pédophiles éventuels que je vais recevoir à domicile, c'est là que ça fait tilt et que je me dis non, je peux plus travailler à domicile. C'est pas que je veux pas les recevoir, mais je veux pas les recevoir chez moi. C'est J'ai toi. besoin d'une zone sécure. Mhm. Et c'est là que je prends un cabinet. Voilà D'accord. comment ça s'est fait. Ok, donc là, ça continue et à quelque part, Est-ce que le fait de sortir de chez toi, ça change quelque chose aussi dans ta posture, dans le fait de te dire, je me sens plus légitime, je suis à l'extérieur de chez moi, voilà, les vies sont vraiment séparées ou non? Alors moi, ça m'a libérée dans le sens où voilà, j'avais plus besoin de tenir les espaces distincts dans la Oui, maison. Puis en plus, j'imposais plus ça à ma famille. Donc ouais, ça, c'était une libération. j'entends. Pour autant, non, je crois pas que ça m'a installé plus Mm, dans ma légitimité. Ma mm, légitimité, ça a été vraiment le regard de l'autre, mais le regard de ses profs, parce que du coup, c'était eux mes supérieurs à ce moment-là. Donc ils ont eu un regard bienveillant et ça m'a suffi, je crois. Tu t'es fait former où en sexo? En sexo-fonctionnel avec François de Carufel. Donc c'est c'est son école, mais c'est une école virtuelle. Elle n'a pas de lieu d'exercice Physique. spécifique. D'accord. Mais Ok. Et donc ensuite, comment continue ton chemin? et pas tranquillement, hein, ça suit son cours. Et puis les enfants grandissent, donc j'ai une vie épanouie de maman, de sexo, hypno au boulot. Et puis comme j'aime bien être occupée et aller m'occuper quand même de cet émerveillement de l'enfance, je reste dans des associations. Je suis d'abord aux associations des parents d'élèves. Après, je suis également dans une autre association dans mon coin qui était et qui œuvrait pour des rencontres familiales, des rencontres et des moments festifs autour de fêtes comme Halloween ou de moments de jeux de société, de karaoké, enfin des choses comme ça. Mm. Donc toujours le jeu, l'amusement, la créativité.
Après, je m'engage aussi au niveau de ma mairie, donc je deviens conseillère municipale. J'y suis encore. Je suis chargée d'ailleurs du conseil municipal jeunesse, le premier de ma commune. Donc, tu vois, je reste toujours un pied et un monde avec l'enfance. C'est très important pour moi. C'est là que j'y absorbe toute mon énergie, je crois, Voilà, c'est à travers La- leur bonheur, leur joie à eux, en fait, que je me nourris. Je nourris beaucoup L'enfance et donc de la tout ce que vie. ça représente en symbolisme pour toi, c'est ce porteur de vie, quoi. Ce C'est porteur de ça, vie, c'est de vraiment joie, de l'énergie de vie à l'état brut, celui qui n'est création. pas encore canalisé, celui qui trépigne, qui est magnifique, quoi. Et donc, bah, on continue comme ça. Après, il y a le Covid qui arrive. Et le Covid, bah, il nous freine, il nous met tous sur pause et au ralenti. Et donc, je deviens enseignante dans ma maison, puisque forcément, on fait les cours à domicile à nos enfants à ce moment-là. Donc, moi, j'ai 4 classes. Bien. Donc, voilà, on rythme la journée en fonction de ça. Et très vite, je m'aperçois que bah, mes grands, une fois qu'ils ils sont grands, ils commencent à être grands, ils commencent à être ados, et que une fois que la journée d'école avec maman est finie, bah, ils disparaissent dans leur chambre. Puis je m'ennuie, moi, en fait. Je propose, hein, comme d'habitude, vous voulez pas faire de la peinture? Allez, on fait de la mosaïque. Enfin voilà, voilà, je veux sortir les ateliers. Et les enfants suivent plus. Un an, ouais. Mm. Et là, en fait, bah, me vient l'envie de refaire un bébé ou deux. Et c'est comme ça qu'arrive un petit peu après le Covid, les deux petits derniers. Les deux petits derniers qui ont quel âge aujourd'hui? Donc il y en a un qui a eu 3 ans récemment et l'autre 17 mois. Donc là, tu es en plein encore dans les couches, et puis dans l'accompagnement, encore une fois, et qu'est-ce qui est différent est-ce qu'il y a des choses qui sont différentes avec ces deux derniers par rapport aux autres? Que c'est différent, je me sens plus vieillissante. Ouais, Il c'est y a sûr. le temps qui est passé, donc un peu moins de patience peut-être, un peu Moins de moins patience. d'énergie. J'ai quand même une maison que je dois gérer avec maintenant 6 enfants parce que c'est pas parce que les grands sont grands que bah, qu'on les a plus en gestion, hein, ils sont quand Hmm. même là. Donc ça demande beaucoup d'énergie. Après, j'ai l'avantage aussi que comme ils sont grands, j'ai des babysitters à disposition, j'en ai plusieurs. Et ils adorent les petits frères et ils s'en occupent vraiment beaucoup. Donc là, j'ai beaucoup d'aide et ça, c'est génial. Donc ça change beaucoup parce que Mhm. d'une mère au foyer qui gérait 4 enfants de moins de 7 ans, je me suis retrouvée là avec 6 enfants, mais 4 grands qui m'aident au Durant quotidien. qui mettent Et ça. parfois, je me demande un peu comment j'ai fait. C'est vrai, hein, je me retourne sur mon passé et je dis, mais comment j'ai fait en fait à cette période-là? Comment je faisais toute seule à gérer les 4? Parce que j'étais vraiment toute seule avec un mari en plus là qui est beaucoup plus disponible pour les deux petits derniers Mhm. parce que le Covid a mis en place le télétravail. Donc mon Mhm. mari bénéficie du télétravail beaucoup plus D'accord. aujourd'hui qu'avant, alors qu'avant il s'absentait du matin jusqu'au soir, comme on connaît bien les journées Mhm. de boulot de beaucoup. Et donc il n'était pas forcément là au quotidien, hein. Donc quand Mhm. j'avais les 4 petits, j'étais vraiment toute seule. Mhm. Et là, je vois la différence. Et puis après, bah sinon, non, bah c'est toujours pareil, joie de vivre, plaisir. Qu'est-ce qu'il a porté? On arrive tout doucement bientôt à la fin de l'interview. Si tu regardes en arrière sur ce parcours de vie, sur ton histoire de vie, qu'est-ce qui, à ton avis, t'a porté à chaque fois, t'a permis, on en a déjà un petit peu parlé, mais qu'est-ce qui vient là en cette fin d'interview encore? Ma faculté d'adaptation et de rebondir tout le temps, je Mhm. crois. Je pense que C'est-à-dire, c'est un autre mot pour résilience. hmm, sans Ouais. doute. Concept bien développé par Boris Cyrulnik, hein. Je crois que il y a une définition très simple, mais c'est voilà, reprendre, je crois qu'il y reprendre un développement normal après un choc ou enfin un événement. Donc c'est vrai, c'est vraiment cette capacité de d'adaptation et j'ai envie d'aller un peu plus loin parce que tu parles aussi de ces moments où quelque part tu sens les choses et puis bah, il y a ces concordances de dates, il y a si tu parlais de cycle, comme si un cycle à quelque part se terminait. Là, on n'est bien sûr pas vraiment dans le palpable, on est dans le plus subtil. Là, pareil, quel est ton rapport aujourd'hui
cette partie, on va dire, plus impalpable, plus subtile de nos êtres hein, dans ce chemin-là? Mm. Bah, je sais pas, je reste intuitive, toujours à Mhm. l'écoute. Ça, c'est important. Et puis, je m'attends à ce que tout puisse arriver, je crois. D'accord. Je reste, alors, je me dis souvent optimiste fataliste. En gros, c'est tout ce qui doit arriver arrivera. Et si ça arrive, bah, c'est pour une bonne raison et je peux en faire quelque chose de bien. Ok. Ça m'atteindra jamais, m'empêchera jamais d'avancer. Ça peut m'atteindre, hein, ça peut Mhm. être parfois un peu long aussi, des fois de se remettre de chaque épreuve, hein, je dis pas. Mais j'ai toujours l'impression que derrière, ça va me permettre d'avoir le meilleur de moi-même. Comme un peu, moi j'aime bien ce terme de cadeau mal emballé. Ouais, pourquoi pas. Hmm. Donc cette capacité à effectivement, et c'est intéressant ce que tu dis, parce que je m'attends à ce que tout puisse arriver, c'est-à-dire le meilleur comme le plus difficile, à quelque part rien n'est mis sous le tapis, on n'est pas dans le déni, on fait face aux choses et puis à quelque part on navigue entre ces deux extrêmes. Mm, mm. Ouais. Il y a de ça, et puis il y a cette activité que j'arrive à mettre en place systématiquement. Tu sais, je pense que ce premier trauma, ce choc de la perte de mon mari, Hmm. c'est un événement qui est quantifié dans mon échelle de douleur. Et en fait, systématiquement, quelle que soit l'autre tuile qui va me tomber sur le coin du nez, je peux me laisser sombrer quelque temps, mais pas longtemps. Et très vite, de toute façon, je le remets à l'échelle de la douleur. Je dis non, mais à côté de la mort de Romain, c'est de la gnognotte, ça va bien, hein. Allez, hop, basta, on passe outre. Et On ça avance. me permet d'avancer. Je Super peux toujours, en intéressant. fait, juger vis-à-vis de cette douleur-là. Super intéressant. Et du coup, bah, tout le reste n'a jamais d'importance au final. Super. Je termine souvent les podcasts avec cette petite question. Si tu devais imaginer, alors on n'a pas trop parlé d'écriture, mais je sais que, bon, tu m'as dit, c'est pas du tout dans mes projets pour le moment, mais pourquoi pas un jour? Donc, bah, on va laisser tout ça, voilà, de toute façon, se faire. Et je termine souvent avec cette question. Si un jour tu devais écrire, un livre sur ce chemin de résilience. Et si tu devais imaginer qu'il y a une campagne de pub dans le métro, tu vois, on est à Paris, il n'y a pas beaucoup de lumière, c'est assez sombre. Et bah, ton livre est promotionné là dans les couloirs du métro. Il y a une phrase à côté du livre, on ne parle même pas du titre. Quelle phrase il y aurait sur sur cette promotion pour ton livre? Qu'est-ce que tu aurais envie de partager? Je ne sais même pas comment la formuler. Ce serait quelque chose comme croyant en la vie. Elle n'apporte pas que du bon, mais le meilleur reste à venir ou quelque chose comme ça. Ok. Croyant en la vie, donc en toute la vie, elle n'apporte pas que du bon, mais Mm. J'ai conscience que la vie n'est pas le long fleuve tranquille ouais. véhiculé dans le film, hein, tu vois. Mais ça n'appartient qu'à nous Mm. d'en faire un long fleuve tranquille ou pas, en fait. Si on décide que tel ou tel rocher sur notre chemin était là juste pour nous aider à changer de direction, à ce moment-là, le rocher, il n'était pas un obstacle en vrai. Exactement. Il était juste une impulsion, peut-être. Super. Eh bien, écoute, Audrey, en tout cas, merci beaucoup pour cet échange. Merci à toi. Voilà, sans phare, sans paillettes, hein. On est voilà juste là entre nous. Je te souhaite vraiment de pouvoir continuer aussi à développer bah, toutes ces belles qualités, tous ces outils, et puis avec bah, forcément encore bah, l'expérience, etc., qui grandit hein, aussi au fil des accompagnements. Si tu peux également peut-être juste nous dire quel est ton site internet, je le mettrai pour les gens qui souhaiteraient donc te consulter. Je crois que tu consultes donc en cabinet, tu fais de la visio également. Je fais les deux, oui. Voilà. Cabinet et visio. Mm. Et donc, ton site internet, tu peux juste nous rappeler le nom de ton site? Je le C'est mettrai hypnoseetsexologie.com. simplement. Il y a des underscores, donc je te l'enverrai. Ouais, très bien. Hypnose et sexologie.com.
Super, Adrien. Bah, écoute, merci beaucoup. Et puis, bah, écoute, à bientôt, voilà, sur les réseaux ou autrement. À bientôt, Sylvie. Merci à toi.